Pour la dernière vidéo du mois, je vais donc parler d'un Spyro et Fantasio, de Tom et Jory, qui est sorti en 1991. Du coup, j'avais moins un an au moment de la sortie. Et c'est un album assez fameux, je pense, de la série Spyro et Fantasio. Et les Spyro et Fantasio, comme plein de BD de mon enfance, je les lisais en boucle. Et parmi tous les différents auteurs qui ont traversé Spyro, c'est vrai que les albums de Tom et Jory, c'est comme ceux que je prends le plus de plaisir à relire et qui me fascinent le plus, quoi. Bien sûr, il y a Franquin qui a un sommet indépassable et tout ça, mais Tom et Jory, justement, malgré l'héritage très lourd que peut avoir un Franquin, ont quand même réussi à sublimer et à se réapproprier cette série de manière complètement extraordinaire. Et c'est vrai qu'en relisant ce Vito la Déveine, ce que j'avais pas fait depuis une dizaine d'années, je me suis dit, oh putain, mais quand même, ces deux mecs-là, waouh quoi, ils savent faire de la BD quoi. Et je suis content de pouvoir parler d'une de leurs bandes dessinées. On va mettre Stuff aussi dans le lot. Stuff qui a mis en couleur à peu près tous les albums, voire tous les albums de Tom et Jory à travers leur carrière. Parce que de Tom, il y a Soda aussi, dont je parlerai sûrement un moment, parce que c'est aussi une BD fantastique qui m'a marqué. Je le lisais en cachette quand j'étais petit, j'ai l'impression que c'était une bande dessinée interdite. Et bien sûr, le dessin de Jory, j'en parlerai au cours de la vidéo, mais il est complètement incroyable. Et d'ailleurs, entre autres choses, si vous aimez comme moi les dessins des mains, si vous trouvez que c'est quelque chose qui est important dans le dessin d'un personnage, qui est vraiment, enfin, qui est crucial quoi, vous pouvez complètement vous concentrer sur la manière dont Jory dessine les mains, qui est complètement, enfin, c'est vraiment fantastique. En plus, il leur dessine des grosses patounes quoi, comme Christophe Blain. Et d'ailleurs, Christophe Blain comme Jory sublime vraiment les mains de leur personnage et apporte énormément à l'attitude globale de leur personnage via le dessin des mains. Et du coup, cet album que je vais spoiler entièrement, ça faut le savoir à l'avance. Cet album est particulier à différents égards, déjà parce que c'est un thriller dans le script. Si on avait filmé ça par exemple, ou si on avait fait un roman, soit le côté justement cartoon de Spyro et Fantasio, de ces bandes dessinées là, c'est très clairement un thriller quoi. Ils sont piégés dans un atoll sur, sur leur bateau avec un naufragé qu'ils ont recueilli et qui veut les tuer, qui veut se débarrasser d'eux. Et donc il y a tout un jeu malsain psychologique de manipulation qui se fait avec Vito et Spyro et Fantasio. Et de toute façon, assez souvent, les Spyro de Tom et Jory ont tous des aspects très sombres qui arrivent à surgir au milieu de ce genre d'aventure de héros typiques de héros franco-belges. Et cet album, comme vous le savez, va beaucoup explorer la psychologie des personnages et de Fantasio en particulier, avec Fantasio qui déprime pendant tout le long du récit. Alors Fantasio déjà, bon c'est inscrit dans son nom quoi, Fantasio c'est la fantaisie, il est présenté dans les premiers Spyro comme un inventeur un peu fou, excentrique, toujours là pour la rigolade, et donc là, les auteurs nous montrent cette idée à la Poulvord quoi, du mec qui grande gueule, excentrique, toujours prêt à rigoler et à parler plus fort que les autres, qui est au fond un grand dépressif. Et Fantasio va parler de sa souffrance qu'il a d'être dans l'ombre de Spyro, d'être dans l'ombre de ce personnage de héros franco-belge quoi. Spyro c'est comme Tintin, comme Joa, de Joa et Pirlouit, etc. Ces héros absolument sans tâche, toujours hyper volontaires, qui sont aussi bons physiquement que mentalement, qui perdent jamais le nord, qui sont constamment droits dans leurs bottes et qui ont une volonté sans faille. Et forcément, quand tu te retrouves à côté de cette figure du héros parfait, surtout quand toi, en tant que personnage secondaire, tu vas être là en tant que sidekick du héros. Et donc les sidekicks du héros sont en général des personnages qui sont là pour sembler plus humains que le héros, mais aussi qui vont mettre justement par leurs défauts encore plus en valeur les qualités du héros. Et donc voilà, c'est toutes ces souffrances et ce poids que porte Fantasio à travers tous les récits qui ressurgit enfin, même s'il y avait déjà eu des avant-goûts de ça dans la vallée des bannis, quand Fantasio est sous drogue ou je sais plus exactement, mais en gros il est dans un état second qui va lui faire ressentir justement ses névroses avec son fameux cri Spirou Magazine. Ça mettait déjà la puce à l'oreille de ce que Tom et Jory avaient envie de raconter avec ces personnages. Et d'ailleurs cet aspect caricatural des personnages et de ancré dans des archétypes est aussi montré par les vêtements. De manière générale dans la série quoi, Spirou a un costume de groom quoi, il a vraiment un costume de héros très identifié. Et tandis que Fantasio, lui, est davantage habillé en civil et est plus apte à changer régulièrement de vêtements. Et d'ailleurs, on va nous montrer dans ce récit, donc Vito, la première fois qu'il entre en contact avec Spyro et Fantasio, il va être habillé en groom parce qu'il a échoué à côté d'un hôtel et donc il va s'habiller dans le costume que porte Spyro mais dans une version mauve. Et je trouve qu'à ce moment-là, avec sa barbe et tout, Vito ressemble vraiment à des méchants de jeux vidéo, des méchants caricaturaux. Je pense à Cortex dans Crash Bandicoot. Et je pense à Wario dans Mario.
Et donc face à ce costume, Spirou va dire bah non, je trouve très bien votre costume, moi peut-être juste la couleur. C'est vrai que peut-être la couleur mauve aussi de manière générale montre plus est plus une couleur associée aux méchants dans les univers dans les univers un peu binaires de histoire pour enfants. Et après une fois sur le bateau, Vito va passer en peignoir et une fois qu'il aura révélé sa véritable identité à Fantasio, va s'habiller avec les habits de Fantasio en fait. Et après en plus ce qui est marrant c'est que Spip va attaquer à plusieurs reprises Vito. D'abord il va lui arracher des cheveux et il va le dégarnir, ce qui va donner donc des espèces de touffes de poils sur le haut de la tête de Vito, ce qui va donc ressembler à la coiffure de Fantasio. Et en plus après dans un moment un peu bizarre où une courte ellipse, où pendant la nuit on va voir Spip s'acharner sur les vêtements que porte Vito. Et donc Vito va porter des vêtements déchirés, va avoir des cheveux un peu dégarnis, il va ressembler à une espèce de Fantasio corrompu, de Fantasio déchu. Donc je sais pas exactement quel discours les auteurs essaient de tenir avec ce truc des changements de costume des héros que va porter Vito. Mais voilà, j'avais envie de le souligner, si vous avez des théories par rapport à ça, je serais assez intéressé. Et du coup, ouais, après y avoir un peu réfléchi, je me dis que justement, les auteurs essaient de nous montrer le lien étroit qu'il peut y avoir entre Fantasio et Vito, en tant que personnage, en tant qu'archétype, parce que donc Fantasio est dans une grosse déprime, et en empathie complète avec la situation de Vito, qui est Vito lui-même dans une espèce de souffrance. Vito ment à Fantasio en exprimant le fait qu'il veut changer, qu'il veut sortir de son archétype de méchant, et Fantasio forcément est dans une situation où il va comprendre parfaitement ce que ressent Vito, parce qu'ils réagissent tous les deux face à Spirou, et à l'image que Spirou leur renvoie d'eux-mêmes, et que donc Fantasio comprend parfaitement parce que lui aussi est dans une volonté de vouloir évoluer et hors de son archétype, dans lequel il est en souffrance à ce moment du récit. Et que Vito manipule particulièrement bien Fantasio, parce que Vito comprend aussi Fantasio dans le fait que c'est très dur d'être face à un héros parfait et sans tâche immaculé comme Spirou. Et c'est vrai que Fantasio, par ses défauts, a quand même en fin de compte beaucoup de liens avec les méchants de ce genre de bande dessinée. Parce que s'il y a un râteau qui traîne par terre, on sait bien que c'est pas Spirou qui va se le prendre dans la tronche, quoi. Ça va être Fantasio ou Vito s'il y a Vito. Donc ça va d'abord être Vito qui glisse sur la banane, puis Fantasio, puis Spirou. Et donc Fantasio se trouve parfaitement à la frontière entre les deux archétypes. Il est à la fois un héros et à la fois le bouffon de service qui est là pour faire rigoler le lecteur, comme Vito. Et c'est un discours sur les personnages que je trouve vraiment très intéressant, et on peut peut-être mieux comprendre aussi ce truc des auteurs qui se sont amusés avec les différents costumes, de d'abord mettre Vito dans le costume de Groom, dans lequel il n'est pas du tout à l'aise, et puis dans le costume de Fantasio, dans lequel il se glisse beaucoup mieux, parce que c'est beaucoup plus facile pour lui de se mettre dans les bottes de Fantasio que dans Spirou, mais Spip, lui qui avait déjà remarqué qu'il y avait une entourloupe depuis le départ, va essayer de mettre à nu Vito en bousillant complètement son costume et le personnage qu'il essaie d'interpréter et qu'il essaie de se faire passer. Et Vito aussi, d'abord quand il a son apparence normale, donc il est assez gros, et il lui dessine des jobs assez courtes, quoi, ce qui lui donne donc un aspect plus cartoonesque, et quand on va nous le montrer complètement amaigri, il va avoir une anatomie comme celle de Spirou Fantasio avec des jambes et un corps normalement proportionné. Et plus on va avancer dans le récit, plus Vito va reprendre du poids et va s'approcher inéluctablement d'un retour en force de sa condition de méchant, qui va donc échouer, et que malgré tout le moment où il est maigre, où il va être dans une espèce de jeu psychologique très malsain, on va vraiment sentir ce mec il est bien glauque. Plus on va avancer, plus il va grossir, il va retrouver un aspect plus cartoonesque avec des jambes courtes, et plus il va se faire aussi démolir le costume par Spip, et donc devenir dans une espèce de déchéance, et en même temps revenir vers sa condition, comme je disais, de méchant. Et Vito va continuer d'être enfermé dans son archétype pour l'éternité, et être là surtout moins une menace que pour faire rigoler les lecteurs. Et le dessin de Jory aussi extrêmement drôle à plein de moments, quoi, les tronches qu'il arrive à donner. En plus son ancrage est magnifique, c'est vraiment incroyable hein, le boulot de Jory. Mais oui, il y a plein d'attitudes et de visages complètement priceless, quoi. Ils sont incroyables, ils sont tellement drôles. C'est vraiment un plaisir de les regarder, on les lit pendant la page, puis on va revenir une fois dessus avant de tourner la page. C'est un grand plaisir le dessin de Jory. Et pour terminer sur ce truc des archétypes, le récit boucle à la fin, avec Spirou qui discute avec un autre aventurier, donc avec un autre lui-même, quoi.
sur le fait que le temps des grands aventuriers, des grandes figures de héros, c'est fini. Et ce qu'on aime actuellement, ce sont les personnes plus humaines, quoi, qui sont plus dans le second degré, quoi. Et donc tout ça est mis en parallèle avec le fait de dire qu'est-ce qui plaît aux filles, parce que toute la déprime de base de Fantasio est due à une rupture d'amour. Et il est déprimé par le fait qu'il a l'impression que la fille qu'il aimait et n'était intéressé uniquement que par les figures de héros, ce qu'il n'est pas du tout, ce dont il ne se trouve pas être à la hauteur. Et donc ce truc-là est à la fin renversé, et c'est Spirou qui se met à déprimer d'être enfermé dans son propre archétype de héros parfait et lisse. Et il aimerait bien être un peu plus comme Fantasio, quoi. Et donc ça c'est génial parce que ça change toute la relation que l'on peut comprendre et voir entre Spirou et Fantasio lors des précédentes aventures et lors de toutes les prochaines aventures. Et aussi de voir de quelle manière ils se complètent. Et justement, le lien est parfait. Il va y avoir toute une thématique autour du Yin et du Yang, qui sont deux opposés équilibrés et complémentaires. Et donc forcément, on comprend directement le lien qui se fait entre l'équilibre que s'apportent les deux types de personnalités que sont Spirou et Fantasio, et que c'est ensemble en tant que duo qu'ils sont forts, quoi. Et que lorsque l'un subit un coup dur, l'autre est là pour le soutenir, et que Vito, lui, justement, représente une espèce d'excès, parce que lui aussi est un archétype de méchant, quoi. C'est le mafioso qui parle avec plein d'expressions italiennes, et que même quand il va essayer de se faire passer au début pour quelqu'un d'autre, il va prendre un accent allemand, les Allemands qui sont aussi des grandes figures de l'imaginaire de méchants dans les livres pour enfants. Donc les mafieux et les nazis, quoi. Bon, quoi qu'on puisse en penser. Et ce qui est génial, c'est que tout l'enjeu de ce récit sont les fameuses caisses de la cargaison de l'avion qui s'est échoué, l'avion de Vito. Et que toutes ces caisses sont remplies de portes malchance. Des portes malchance qui sont... c'est une idée géniale, c'est... donc où le yin mange le yang ou l'inverse, je sais plus, enfin le noir mange le blanc. Et donc le déséquilibre est renversé, quoi. Et c'est exactement la situation de Fantasio où il déprime. Son équilibre interne est renversé, c'est la déprime, c'est son caractère déprimé qui va prendre le dessus sur le reste. Et que donc ces ports malheurs sont des gadgets à donner à son pire ennemi pour lui apporter du malheur et que l'on puisse reporter face à lui. Et Vito transporte donc littéralement avec lui une caisse de porte-malheur. C'est génial à quel point il se condamne lui-même, et d'ailleurs même ces porte-malheurs, c'est complètement absurde, sont représentés sur son caleçon. Sur son caleçon quand on le voit moitié à poil. C'est à la fois hyper drôle et complètement absurde. Et en fin de compte, je reviens à nouveau sur l'archétype, mais justement c'est important parce que cet album parle beaucoup aussi de toute la relation qu'ont les méchants avec les gentils dans ce genre d'histoire ou très binaire. Donc une des caractéristiques de Vito, c'est d'être quelqu'un de terriblement malchanceux, et qu'en opposition, donc il y a Spirou et Fantasio qui sont des héros de BD franco-belge et qui donc surmontent absolument tout le temps toutes les épreuves, il y a constamment un happy end, et donc c'est une des caractéristiques des héros de ce genre de bande dessinée d'être chanceux. D'ailleurs, Lucky Luke, c'est carrément inscrit dans son nom, quoi. Mais c'est une caractéristique qui est largement partagée par tous ces personnages, et que c'est pour ça à la base que dans Spirou à New York, Vito avait été amené à rencontrer Spirou et Fantasio, parce qu'ils cherchaient à exploiter leur chance. Mais qu'aussi, ce que montre cet album-là, c'est avec l'exemple des requins. Au début, quand Vito voit qu'il y a deux personnes qui vont le secourir, et il ne sait pas que c'est Spirou et Fantasio à ce moment-là, et donc il décide de vite essayer d'aller nager jusqu'au bateau pour leur voler, et s'enfuir avec. Et là, tout d'un coup, il y a des requins qui vont l'attaquer, et il comprend pas pourquoi. Parce qu'a priori, il n'y avait pas de requins, vu que les requins n'avaient pas attaqué Spirou et Fantasio lorsqu'il était sur leur barque, donc il n'y avait pas de raison qu'il y en ait là pour l'attaquer lui. Donc au départ, il est dans la compréhension. Et après, quand il se rend compte que c'est Spirou et Fantasio, là il se rend compte, bah oui, je suis hyper malchanceux, comment c'est qu'on est au plein milieu de nulle part, comment ça se fait que je tombe sur ces deux gars-là. Et donc c'est tout l'archétype qu'est Vito, qui est le méchant bouffonnesque, mais à la fois quand même menaçant à certains moments, mais c'est quand même le mec, c'est la Team Rocket, quoi, et il va à chaque fois subir tous les maux de la Terre possible. Une fois que les deux héros entrent de la place, il va à chaque fois se faire démolir par eux. Et donc c'est ça en fait, c'est l'archétype du héros chanceux qui va apporter encore plus de malchance aux personnages méchants qui, sans les héros, s'en sort quand même plutôt bien, quoi. Et que donc c'est même pas que les héros essaient de contrecarrer les plans du méchant, rien que leur présence va générer encore plus de malchance dans l'archétype de méchant qu'est Vito. Et je trouve ça super intéressant de voir des auteurs qui s'emparent de ces codes de la bande dessinée classique franco-belge, l'ACC, hein, la 4 cartonnée couleur avec le héros et tout ça,
et que ça c'est presque du postmodernisme, hein, si on veut rentrer dans les termes un peu dans ce que représente dans le cinéma Tarantino et tout ça. Enfin bref, allez vous renseigner si vous êtes intéressé par le sujet. Mais c'est d'être tellement conscient du type de récit que l'on raconte qu'on peut commencer à avoir un discours méta dessus, quoi. Et que c'est super intéressant et ça ajoute encore davantage de profondeur de voir des auteurs avoir complètement compris les codes de récit qu'ils racontent pour pouvoir encore creuser davantage les relations entre les différents personnages, entre les différents archétypes des personnages, et de montrer que chaque personnage souffre aussi de son propre archétype, quoi, dans lequel il est enfermé, quoi, parce que ça reste des cases de laquelle les personnages n'arrivent pas à s'échapper, dans lesquelles ils sont condamnés à être quoi qu'ils veuillent. Vito est condamné à échouer à chaque aventure de Spyro et Fantasio, c'est terrible, le pauvre. Et d'ailleurs Vito est tellement une caricature qu'à un moment, pour faire comprendre qui est, parce que Fantasio n'arrive pas à capter, même une fois qu'il s'était rasé et tout ça, il n'arrive pas à comprendre qui il avait devant lui, que c'était Vito, il va carrément mettre donc des miches de pain dans ses joues pour les faire grossir, et puis il va sortir une phrase comme ça, avec des tronches pas possibles en plus, mais une phrase... avec plein de mots italiens hyper caricaturaux. Et donc ça c'est une référence directe au Parrain, où Marlon Brando, pour jouer son rôle de parrain, avait mis des boules de coton, un truc comme ça, dans ses joues pour les faire grossir de l'intérieur, quoi, et avoir cette gueule bizarre et ce phrasé bizarre qu'il a dans les films. Donc Vito n'a même pas une personnalité qui lui est propre, quoi, il n'est que des archétypes de mafioso et de méchants pour enfants. Du coup maintenant je vais parler uniquement de mise en scène parce que cette bande dessinée est quand même fantastique à ce niveau-là, comme je vais pouvoir l'expliquer ici. Et je vais déjà parler du dessin de Jean-Ry qui justement dans cette idée de vouloir nuancer l'archétype que sont Spyro Fantasio, ça c'est aussi fait par le dessin parce que Jean-Ry leur a donné un corps et des attitudes où on ressent bien leur anatomie, quoi. C'est assez réaliste de la manière de représenter les corps. C'est un compromis parfait entre un dessin plus typé gros nez franco-belge et une anatomie très juste, très travaillée. Et Jean-Ry de toute façon c'est ce genre de dessinateur justement comme Froquin qui arrive vraiment bien à te faire ressentir le physique, la matière, une consistance aux personnages et même aux tables, aux objets et tout ça. Même la petite babiole de Ying et de Yang qu'a Vito, on ressent bien ce petit côté bombé, ce petit côté qui fait tic 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 tic. Tout ça c'est vraiment très très bien foutu et c'est toujours hyper plaisant de voir ce genre de dessin où on a vraiment l'impression de ressentir encore une fois la physique des personnages, quoi. C'est assez hallucinant toujours de voir ce genre de dessinateur réussir à accomplir ce haut fait. Et pour parler de mise en scène, comme le récit introduit le yin et le yang comme symbolique assez principal de le récit, le yin et le yang c'est comme bon, c'est très facile d'aller chercher des signes partout où on se dit ah tiens ces deux choses ça représente le yin et le yang, c'est deux compléments qui en même temps s'opposent et tout ça. Donc c'est très facile d'être de la surinterprétation de la chose, mais déjà on peut se concentrer sur tout ce qui est éléments noirs et blancs dans le récit, vu que les bulles de texte lorsque Fantasio est dans la pleine expression de sa déprime vont être montrées, c'est des bulles noires avec du texte blanc par au-dessus, quoi. Donc le négatif dans le sens l'inverse, des bulles normales qui elles sont blanches avec du texte noir. Et ce qui accentue bien ce côté yin et yang lorsque lui et Spyro ont un dialogue ensemble, et que Spyro essaie de lui remonter le moral avec des bulles blanches, et lui broie du noir avec des bulles noires. Et par exemple aussi avec ce truc de noir et blanc, dès le début, on va nous montrer Spyro qui lutte contre les éléments, qui est un héros qui va essayer de maîtriser le bateau pendant une tempête. Et donc à un moment il va être projeté, et on va le montrer en ombre complètement noire. Et puis la case juste après, on va nous montrer sa main, sa force de volonté qui va attraper une corde et qui va lui sauver la vie in extremis. Et donc voilà, en quelques cas, faut en montrer que le mec c'est un héros. Et en plus, on peut directement relier la symbolique de tout d'un coup, il devient noir, complètement ombré, parce qu'il lui arrive quelque chose, il lui arrive une catastrophe. Mais que la case juste après, hop, il est de nouveau montré visuellement normalement. Et que donc il a surmonté cette ombre qui lui passait dessus en une seule case. Et qu'en plus, comme les héros habituels de ce genre de récit, il va garder complètement pour lui le fait qu'il a failli mourir juste avant. et c'est ce qui fait aussi de lui un héros, c'est qu'il va pas dramatiser sans cesse et exprimer sans cesse toutes les aventures qu'il a vécues et les moments de danger qu'il a frôlés. Bon, c'est peut-être aussi un trait de caractère genré, masculin, pas très positif, le fait de garder les choses pour soi. C'est peut-être une expression de ça dans ce genre de personnage.
Et juste après, une fois rentré dans la cabine, quand Spirou va se rendre compte que son ami déprime, Spirou va être confronté à une énorme bulle noire où Fantasio est complètement occupé de se déprécier et de se lamenter. Et c'est assez cool parce que le regard de Spirou est à la fois perdu dans le vide, il ne regarde pas Fantasio, mais en même temps à la fois il regarde la bulle, directement la grosse bulle noire qui apparaît d'un seul coup au-dessus de la tête de Fantasio. Et il est dans le constat de ce qui se passe, mais en regardant en même temps physiquement la bulle directement, les paroles de Fantasio. Et en plus on voit que Fantasio picole, donc ça aussi introduit, ça aussi c'est un truc que le Tom et Jerry font, ils introduisent le fait que leurs héros ont une vie sexuelle, ont des problèmes d'argent, picolent de temps en temps à cause de la déprime. Et donc 2 cases juste après, on va voir Spirou se pencher, occupé de regarder cette fois-ci directement Fantasio, occupé de constater directement sa déprime, et avec cette fois-ci la bulle noire de déprime de Fantasio qui surplombe les 2 personnages en même temps. Et donc là, Spirou prend vraiment conscience de la situation. Au début, il était juste choqué. Il était surpris par ce qui se passait. Et ensuite, il va être dans le constat, il va ressentir la dépression de Fantasio au même titre que Fantasio. Parce que c'est son ami, parce qu'il est de l'apathie. Et donc la bulle va se positionner au-dessus comme un poids, au-dessus des 2 personnages. Et après, Spirou et Fantasio vont arriver à l'atoll, où se trouve Vito, après la tempête. Et qui est donc le lagon de la dernière chance, qui est en forme de crâne en plus, donc j'aime bien aussi parce que parfois ils se permettent aussi, les auteurs se permettent d'aller avec des symboliques gros, avec leurs gros sabots quoi. Le yin et le yang, un gros crâne, l'atoll de la dernière chance, et en même temps, bon, vu que toutes ces symboliques se relient entre elles et forment un tout cohérent, et qu'en plus c'est creusé de manière très subtile, de plein de manières, dont notamment la mise en scène, c'est à la fois jouissif de voir des choses... une île en forme de crâne, c'est vraiment rigolo quoi. Et en même temps, il y a une réelle profondeur dans le récit. Et au moment où ils arrivent dans l'atoll, on va montrer le bateau de Spirou et Fantasio complètement entouré de végétation noire et avec un dialogue de Fantasio qui continue de déprimer. Et que donc, même si on est dans un décor carte postale paradisiaque et tout ce que vous voulez avec de l'eau turquoise, on va quand même montrer la déprime de Fantasio et directement via la végétation complètement dans l'ombre qui cerne complètement le personnage. Et Spirou va contrecarrer tout ça avec un dialogue sous forme de bulle blanche et en plus dans un dialogue où il va inciter Fantasio à être dans l'action et à avancer. Et sur cette page par exemple, c'est marrant parce que Vito est occupé de mitonner complètement et de manipuler Fantasio, il profite complètement de sa déprime. Et Fantasio va d'abord réagir avec une bulle noire, et puis ensuite utiliser une bulle entourée de petites fleurs quoi. Et ça c'est un truc que Spirou l'avait incité à faire, essayer de positiver. Et donc on va voir Fantasio parfois utiliser ces bulles entourées de petites fleurs, où il va être complètement en contradiction avec sa pensée, mais où il va donc se forcer à dire quelque chose de positif. Et donc voilà, c'est une situation très rigolote de la bulle. Et du coup, Fantasio, en plus, avec le petit pont où il se mouche, où même le dessin va encore appuyer ce côté caricatural, il va être dans une espèce de compassion aveugle envers Vito. Et dans la case juste après ça, on va montrer cette fois-ci Vito seul, donc où on voit pas Fantasio qui le regarde, où on va montrer Vito complètement en ombre, dans le noir, et avec en plus en avant-plan une bombe à oxygène qui est donc l'objet qu'il a saboté et pour essayer de tuer Spirou. Et donc le fait de montrer comme ça isolé dans une case Vito en noir et en plus avec à l'avant-plan le crime et son complot, ça montre que Fantasio n'arrive pas à voir la menace réelle qu'est Vito parce que lui-même broie du noir et que donc il n'arrive plus à trier entre le vrai et le faux. Alors que lui, dans son état normal, réussirait complètement à voir que Vito raconte des cracks. Et il y a aussi une autre utilisation vraiment cool de la bulle, c'est quand Spirou est en plongée. Et donc Vito, il ne le sait pas encore, mais Vito a saboté sa bouteille d'oxygène. Et donc l'enjeu c'est l'oxygène quoi, on le fait ressentir au lecteur avec les bulles qui s'échappent constamment et parfois on met même des bulles d'oxygène dans une case seule pour bien montrer qu'il y a un temps qui s'écoule. Et en plus la pensée dans la bande dessinée, enfin dans cette bande dessinée-ci en tout cas, est représentée donc avec une bulle normale et au lieu d'une flèche qui relie le personnage est montrée avec des points, donc ça c'est un truc ultra classique que vous connaissez tous. Et que sur les cases où on ne montre pas ces bulles d'oxygène s'échapper, on nous montre quand même Spirou occupé de pensée avec ce type de bulles où on voit aussi des petits ronds s'échapper depuis Spirou quoi. Ce qui rappelle aussi donc que le temps s'écoule, et là sauf que là c'est pas montré via les bulles d'oxygène mais via les bulles de pensée, donc c'est assez rigolo. Et d'ailleurs quand il reprend son oxygène, là c'est une bulle normale avec une flèche quoi. Parce que là il ingère de l'oxygène et c'est pas de l'oxygène qui s'échappe comme lorsqu'il y a la bulle de pensée. Et qu'après quand il essaie de remonter, déjà bon c'est mis sur une case très allongée qui
qui est hyper efficace pour te montrer toute la distance et toute la pression qu'il y a sur la distance à parcourir. Et que là, donc, la pensée de Spirou n'est plus montrée sous forme de bulle avec les ronds, mais sous forme d'encadré narratif. Encadré narratif en plus qui est dessiné comme ça, au gros marqueur et qui est pas bien mis avec une latte ou une équerre. Plus avec ce gros contour épais qui, je trouve, accentue encore davantage l'urgence de la situation. Et donc cette fois-ci, donc, comme je disais, c'est dans des encadrés narratifs et plus des bulles de pensée, parce que Spirou doit complètement retenir sa respiration. Il n'est plus occupé de pouvoir penser librement, etc. Il est vraiment dans un moment de pression où il maintient quoi. Donc cette bulle de pensée n'est plus montrée reliée directement à lui, mais est complètement enfermée et très divisée en plus, ce qui accentue encore cette sensation d'urgence. Et en plus c'est assez malin parce que lorsque Spirou arrive enfin à émerger, on nous montre un encadré narratif avec écrit soudain, et c'est au moment où Spirou arrive donc à revenir à la surface. Et donc ça rappelle directement ces encadrés narratifs dans lesquels était enfermé Spirou. Et pour nous le rappeler, on nous montre un encadré narratif dessiné lui beaucoup plus normalement, sans le trait épais, et en plus c'est plus la pensée de Spirou quoi, c'est une narration extérieure au récit. C'est un soudain quoi, c'est comme dans quelques jours plus tard, etc. Et donc ça rappelle directement le dernier moment où on a laissé Spirou avant de passer une autre scène pour enfin le revoir émerger. Et ici par exemple, quand Spirou et Fantasio sont tous les deux dans l'eau, parce que c'est pour aider Spirou à reprendre ses esprits après avoir failli mourir noyé. Il y a Spirou qui se demande pourquoi est-ce que les gens les plus drôles sont tout le temps les plus grands déprimés. Et sur la case juste après, qui est une case noire avec la pensée de Spirou qui est mise dans un encadré narratif blanc. Il y a Spirou qui dit j'espère que de tout ça il ressortira un bon reportage, que Fantasio va réussir à tirer du positif et de la force de sa déprime. Et voilà, la symbolique est parfaite par rapport aux bulles noires de Fantasio. On montre la case noire sur laquelle Spirou se projette dans l'avenir avec un encadré blanc et espère tirer son ami, que son ami va se tirer vers du positif. Cette case blanche est comme une note d'espoir dans la déprime de Fantasio. Et en plus, ça fait directement la transition avec l'intérieur du placard que va ouvrir Don Vito quand il va fouiller les placards du bateau. Et donc voilà, c'est super malin quoi. Toutes ces transitions qui en même temps sont signifiantes dans le récit, c'est vraiment génial. Et d'ailleurs sur la page juste après, sur la dernière case, où Spirou dit qu'il faut se méfier de Vito, mais Fantasio insiste sur le fait que Vito est repenti. On nous montre à nouveau un fond noir dans lequel est plongé Vito, avec cette fois-ci une bulle de Fantasio et les fameuses petites fleurs où donc il va se forcer à positiver et ne pas réussir à voir la réalité à cause de ça quoi. Donc cette fois-ci c'est face à la déprime et face à la noirceur de la situation, Fantasio va se forcer avec cette bulle champêtre à vouloir essayer de positiver contre tout le bon sens possible. Et donc on a à nouveau une situation de fond noir avec une bulle qui signifie quelque chose de très précis et via un aspect graphique sur la narration. Et en plus il y a Spirou qui lui conteste ce fait là, et donc sa bulle elle est montrée normalement et en plus est placée directement sur Vito, ce qui est l'objet de sa contestation. Donc c'est assez malin encore une fois. Et de nouveau avec ce fond noir, 3 pages plus loin, on a Fantasio qui revient sur le bateau après que Spirou ait été drogué par Vito. Ouais, c'est vraiment noir cette histoire quoi. Et on ne sait pas encore dans ce moment-là du récit, mais Fantasio sait que Vito manipule parce qu'il l'a entendu de l'extérieur. Mais nous, en tant que lecteur, on le sait pas quoi. Quand il va d'ailleurs présenter la situation, on va nous montrer une vue extérieure du bateau plongé dans la nuit, donc plongé dans le noir, avec la grosse bulle de Vito qui explique la situation et qui donc manipule Fantasio pour qu'il ne voit pas encore une fois la noirceur de la situation. Et juste après, on va nous montrer Fantasio avec un air complètement renfrogné, fermé, sur un fond complètement opaque, noir. Et donc cette fois-ci, il n'y a pas de bulle pour nous indiquer exactement ce qu'il y a dans la tête du personnage. En tant que lecteur, on ne peut pas le deviner, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est occupé de se dire quand il est face à Spirou endormi. Ce qui suggère donc déjà qu'il y a une plus grosse ambiguïté qu'à l'habitude face à cette situation. Et que face à la noirceur, à la déprime, on ne connaît pas la position exacte de Fantasio à ce moment-là. On sait juste qu'il est là, entouré de cette noirceur. Bon, il y aura encore des trucs à dire sur cette bande dessinée, mais je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà fait 2 vidéos très longues juste avant, il faut que j'essaie d'être un peu plus concis. Mais juste, l'aventure, je trouve qu'elle se termine vraiment de manière très belle justement, avec Spirou qui est prêt à continuer l'aventure, prêt à continuer d'être sur cet atoll, avec la mafia chinoise, avec Vito, avec toute cette folie ambiante. Mais que Fantasio dit...
Là j'en ai marre, j'en peux plus, j'ai juste besoin de partir d'ici. Et qu'il dit que même s'il sera toujours là pour lui, là tout ce qu'il a envie c'est de retourner à une vie civile et de fréquenter des gens, aller boire des coups au bar, etc. Et qu'on montre Spirou dans sa réflexion par rapport à ce que Fantasio vient de lui dire, sur un fond noir divisé sur le bas en blanc, et avec en plus sur le bas l'enjeu du récit potentiel à continuer, qui est donc la caisse de Babiole porte malchance. Et donc voilà, on a nos symbolique du yin et du yang qu'on peut voir absolument partout si on est complotiste. Et Spirou shot dans cette caisse-là et décide de tourner le dos pour la première fois à l'aventure pour soutenir son ami et faire ce que Fantasio a besoin de faire. C'est vraiment un très très beau récit qui parle d'amitié, qui parle de déprime, qui parle de ce que c'est d'être enfermé dans un archétype de héros et de personnages. Et c'est vraiment hyper subtil, je trouve, comme bande dessinée. C'est magnifiquement mis en scène, ça se lit tellement bien. On rigole à plein de moments. Il y a vraiment des moments tendus où on montre toute la folie de Vito. C'est vraiment génial. Il y a vraiment cet équilibre entre humour bouffon et réelle tension. C'est vraiment assez fantastique comme bande dessinée. Et enfin, de toute façon, plein de bandes dessinées de Spirou de Tom et Jory sont absolument fantastiques. Bah du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la première fois que je parle de BD franco-belge classique sur cette chaîne. Il était temps peut-être, parce que j'en ai quand même bouffé un bon gros nombre comme il faut. Et je vous remercie pour votre temps de cerveau, et vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Un a priori de ciel bleu, sans nuages, par exemple dans Bim Bam Boum, c'est une île, il n'y a pas de serpent, pas de morbac, il n'y a rien. Tout est clean, super clean. C'est génial. Alors pour un enfant, de voir un ciel bleu, c'est magique. C'est magique.